Moi? Un criminel? Un pirate? Je ne suis pas comme ça. Je suis un combattant, dans le delta du Niger. Ce que nous voyons et la réalité, c'est que le delta du Niger a toujours des allures de zone de conflit. Vous savez qu'ils peuvent tout arrêter. Mais ils sont tous affamés et ils sont partie prenante du business. Les pipelines, ils sont la cible. Les raffineries, elles sont la cible. Les plateformes, elles sont la cible. Nigeria. 150 millions d'habitants, plus de 500 champs de pétrole, près de 7000 km de pipeline et un revenu par an d'environ 50 milliards d'euros. Une richesse souterraine qui se concentre dans le delta du Niger. Tout a commencé en 1956, année de la découverte du premier gisement. Les Nigérians espéraient l'Eldorado, ils vivent aujourd'hui le pire des cauchemars. Le pétrole exploité par les plus grosses compagnies du monde est devenu synonyme de détresse, de misère et de guerre. Le 4 février 2011, tout juste 2 jours après notre arrivée au Nigeria, nous apprenons en lisant la presse qu'un rebelle en lutte contre les compagnies pétrolières fixe un ultimatum aux autorités du pays. Il s'appelle John Togo et menace de faire exploser des installations de pétrole dans le delta. Je parviens à le joindre par téléphone. Why do you intend to resume attacks? That is another big strategy to the government to pay attention. We only attack oil facilities. If the worst come to the worst, they don't pay attention. We're going to kidnap also. Togo et ses hommes ont installé leur camp dans un endroit secret du delta du Niger. Je lui propose une rencontre. Depuis novembre 2010, les combats s'intensifient entre l'armée et le rebelle. Et le 1er décembre, des hélicoptères militaires bombardent un village du delta proche du camp du guerriero. En attendant d'organiser notre rencontre avec John Togo, nous décidons de nous rendre dans ce village. Pour la circonstance, notre guide sera Eneibo. Il vivait dans cette communauté. Il y a un bateau mitrailleur là-bas. Quand nous l'atteindrons, ils vérifieront ce que nous transportons. À cause d'eux, quand vous vous rendez là-bas, vous êtes obligé de lever les bras et de montrer patte blanche. Voilà ce qu'ils font depuis le début de la crise avec John Togo. À partir de 19h30, vous n'êtes plus autorisé à traverser cette zone. Vous n'y êtes pas autorisé à cause des militaires. C'est un endroit interdit. Et les gens ne peuvent se déplacer que dans l'après-midi. On ne veut pas de ça dans notre communauté. Nous avons très peur. Il n'y a plus de liberté de circuler. Tout juste une demi-heure de bateau et déjà le premier barrage. La discrétion s'impose. Il nous est difficile de filmer.
Don't worry. Sorry. Good afternoon. Tous les quarts d'heure, les checkpoints se succèdent. Au troisième, nous devrons faire demi-tour. Le village de Neibo est interdit aux étrangers, nous ne pourrons jamais y accoster. Comme témoignage de l'attaque de l'armée sur la communauté, il ne reste que ces photos. Les bombardements ont fait 11 morts et une cinquantaine de blessés. Le delta du Niger a toujours les allures d'une zone de conflit. Parce que, même s'il n'y a plus d'explosion de pipeline, les barrages militaires sont toujours là. Les gens sont harcelés. Les raquettes continuent comme les pots de vin. Imaginez que les habitants du delta, les villageois et les commerçants, quand ils doivent se rendre d'une ville à une autre, sont constamment harcelés. Quotidiennement harcelés par l'armée, par les soldats de la JTF. C'est complètement inacceptable. Quelles sont donc les raisons qui ont poussé les habitants du delta à prendre les armes? En attendant de rencontrer les rebelles, je décide de commencer l'enquête à Yenagoa. Ces arbres que j'aperçois par la fenêtre de ma chambre cacheraient, m'a-t-on dit, la plus importante marée noire de l'histoire du pétrole. Une fuite de pipeline s'est produite sur un site de la compagnie italienne Agip. Après 45 minutes de trajet sur les routes défoncées du delta, nous arrivons sur les lieux du sinistre, accueillis par des villageois en colère. Vendredi dernier, j'ai vu une colonne de fumée, de très loin. Vous pouvez voir les fermes, les plantations sont très proches. Nous sommes dans une zone de plantation. Ce que nous voyons ici, c'est très fréquent dans le delta du Niger. De temps en temps, on peut être face à des fuites de pétrole causées par des équipements mal entretenus. Mais d'autres fois, c'est le résultat de sabotage. Et vous pouvez voir à quel point l'endroit est souillé. Et si vous avancez par là-bas, vous en verrez encore plus. Depuis 10 ans, Maurice traque aux 4 coins du delta les infractions commises par les compagnies pétrolières et l'État nigérian. Si tu vas dans ma communauté maintenant, il n'y a plus rien. Rien pour se laver, rien à boire, rien pour survivre. Tu vois cette route? On veut qu'Agip construise une route et un pont jusqu'à notre communauté. Il n'y a pas de lumière non plus, rien. Personne ne vient nous expliquer. Personne. Donc vous soupçonnez que des sous-traitants locaux viennent et sabotent l'oléoduc pour gagner de l'argent? Parfois on les voit, oui, mais il n'y a pas de négociation, donc oui, on les suspecte. Non, on sait que c'est un business. C'est un système politique qu'ils ont mis en place. Nous avons besoin de routes. Nous avons besoin d'hôpitaux dans notre communauté. Leur histoire avec l'or noir date des années 50, époque où fut creusé le premier puits situé à moins de 10 km de là par la compagnie Shell. Sur chaque site, Maurice effectue des prélèvements d'eau. L'analyse a révélé que cet obus par ces villageois contenait 165 fois plus d'aluminium que les normes autorisées chez nous. Elle peut entraîner à plus ou moins long terme des encéphalopathies et la maladie d'Alzheimer. Avant l'arrivée de Shell, on produisait dans cette région de l'huile de palme. Aujourd'hui, le pétrole a totalement asphyxié l'environnement, jusqu'à cette rivière de brut qui coule au cœur d'un décor surréaliste.
L'environnement parle de lui-même. Le delta du Niger est l'environnement le plus pollué au monde. Ceci est un très bon exemple. Ici, le feu ne s'est pas encore éteint. Cette rivière était une source d'eau potable avant d'être polluée. C'est l'accumulation de fuites qui dégrade l'environnement. Comme toutes les compagnies pétrolières, Agip est obligé de travailler en partenariat avec la NNPC, la compagnie nationale nigériane. Responsable ensemble de l'entretien des installations, elles se partagent aussi les bénéfices. Le gouvernement fédéral a des parts dans les joint ventures avec les multinationales. Nous le savons. Mais nous voyons surtout les pipelines d'Agip, de Shell, de Chevron, de Total Fina. C'est écrit sur les oléoducs. Et quand vous allez dans les communautés, vous pouvez voir les noms. Ce que nous savons, c'est que le gouvernement fédéral est dans le business. Il est même majoritaire dans les compagnies. C'est pour cela aussi qu'il ne fait rien pour aider les communautés, parce qu'il est partie prenante dans le business. Depuis 25 ans, il se déverse chaque année dans le delta du Niger l'équivalent d'un Exxon Valdez. Agip, Shell, mais aussi Chevron qui s'est installé dans les années 60 dans le Delta State. Sans autorisation de la GTF, la section d'élite de l'armée nigériane, il est impossible de s'approcher des installations de la compagnie américaine. L'armée ayant refusé de nous accorder ce sésame, nous réussirons à contourner les barrages militaires avec l'aide des habitants. Rendez-vous est pris sur le ponton de ce minuscule embarcadère où nous attend un speedboat. On essaye de contourner la présence de la GTF dans le coin. Entre ici et ma communauté, il ne devrait pas y avoir de barrage militaire. On est obligé de faire un détour par cette rivière. Ici aussi, l'armée consulte les compagnies pétrolières que nous combattons indirectement. Quoi qu'elle fasse, elle le fait en accord avec les compagnies. Voilà le schéma. Tchekelewu, la communauté de Midwest qui abrite environ 20 000 personnes, est située à quelques encablures des installations de la compagnie américaine. Arrivés dans le village, nous nous plions au rituel africain de bienvenue. Midwest nous présente aux plus anciens qui doivent autoriser notre séjour. Après les palabres, nous le suivons sur les rives du fleuve. Avant l'arrivée de Chevron, elles abritaient des plantations de raffia, une ressource économique très importante dans la région. Aujourd'hui, tout a disparu. La présence d'eau salée est le résultat de l'arrivée des Blancs, enfin des compagnies pétrolières. Quand elles ont creusé un canal depuis leur installation jusqu'à l'océan Atlantique, l'eau salée de l'océan est remontée et a détruit tous les arbres qui nous rapportaient de l'argent. Le sol est devenu mouvant. Tout cela a généré beaucoup de chômage, aussi bien pour les jeunes que pour les vieux. Et comme vous pouvez le voir, plus personne ne travaille ici. Sauf Patience, qui pour survivre s'est mise à vendre l'eau qu'elle va tous les matins chercher au pied de la plateforme de pétrole, à 4 km de là. Pour un bidon de 20 litres, les habitants paient 1 €. Mais d'après eux, cette eau serait impure et entraînerait, entre autres, dysenterie et hépatite. Because of the water? And doctor. No doctor. Where doctor? No doctor. Pas de médecin, trop loin et surtout trop cher.
Nous profitons de l'aube pour nous approcher au plus près des installations de la compagnie américaine. Chevron sait que vous pouvez leur causer des problèmes. Quand vous vous approchez de la NNPC, il y a certains endroits où l'on ne vous laissera pas poser de questions sur ce qui se passe ici. Parce qu'ils ne veulent pas que cette histoire sorte du pays. 24 heures dans la communauté ont suffi à signaler notre présence aux militaires. Le jeu du chat et de la souris reprend. Midwest nous informe qu'une patrouille de la marine sillonne le canal autour de la plateforme. Cette présence militaire nous oblige entre deux rondes à débarquer sur les rives où nous sommes pris en charge par un paysan du village. Et c'est à pied que nous parcourons les derniers kilomètres dissimulés par la végétation. La prudence s'impose. Notre présence ne doit pas éveiller les soupçons des hommes de la sécurité de Chevron. Afari, qu'est-ce qui se passe ici? Ils s'approvisionnent en eau. C'est la seule eau que nous avons pour boire. Mais elle n'est pas bonne. C'est l'eau qu'ils utilisent pour refroidir les moteurs de la station. Et c'est aussi l'endroit où s'approvisionne Patience. À 2 pas de là, une torchère brûle en permanence le gaz émanant de la plateforme. Vous voyez ce torchage? Au départ, il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de torchage. Aujourd'hui, regardez vous-même, il brûle du gaz. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, cette torche ne s'est jamais arrêtée de brûler. Quand la flamme monte à son maximum, elle dégage une fumée noire. Et quand la pluie tombe, on peut voir des particules noires qui retombent dans l'eau et nous ne pouvons plus la boire. Vous pouvez voir, il n'y a plus de terre ici, plus rien. Nous sommes en train de mourir. Il n'y a plus de poissons, plus rien. Nous mourrons. Pollution, dévastation. L'espoir créé il y a un demi-siècle par la découverte du pétrole semble loin. Aujourd'hui, dans le delta, on évoque plutôt la malédiction de l'or noir. Et pourtant, le pays exporte près de 2 millions de barils par jour, à 100 $ l'unité. Alors, où passe l'argent? Selon les statistiques, les revenus générés par le pétrole dans le delta du Niger bénéficient à 1%, peut-être jusqu'à 5% de la population du delta. Les gens d'ici peuvent voir l'argent du pétrole à Abuja. Le Nigeria a construit une belle capitale fédérale, bien tape à l'œil. Elle a poussé en à peine 15 années. Elle a été construite avec l'argent du pétrole. Mais vous pouvez aussi voir quelques individus très très riches. Des milliardaires nigérians. Toujours l'argent du pétrole. Quelques politiciens, officiels du gouvernement, très très riches. Encore l'argent du pétrole. Un de ces politiciens est depuis 4 ans gouverneur de l'État du Bayelsa. Il est à la tête de 1,7 million d'habitants et surtout d'une rente pétrolière qui se chiffre en centaines de millions d'euros annuels. Un homme important pour lequel l'armée a déployé une trentaine de militaires de la GTF. Cet homme s'appelle Timipré Silva. Le budget de l'État, quand la production est au maximum, quand les choses vont bien, peut atteindre 700 millions d'euros par an.
Mais pas tout à fait. En ce moment, nous gagnons environ 350 millions d'euros. À propos de votre budget, comment partagez-vous cet argent avec les gens? En fait, je suis très soucieux de cette question, car je suis convaincu que l'intérêt du peuple vient avant mon propre intérêt personnel. Nous allons devenir le premier État du Nigeria à assurer une alimentation totale en électricité. Nous avons également décidé d'avancer sur la fourniture en eau potable. Dans 2 mois, tout sera terminé. Nous avons également décidé de nous attaquer au système de santé. Nous avons décidé de construire les plus belles installations de santé que vous trouverez au Nigeria. C'est presque une insulte à la population. Je pense que pour un gouverneur comme Timi Presilva, au pouvoir depuis 4 ans, c'est suffisant pour montrer aux gens, grâce aux revenus versés par le gouvernement fédéral, ce qu'il est capable de faire pour eux. Est-ce que Timi Presilva représente la corruption au Nigeria? Ce serait un peu trop simpliste. Je dirais qu'il n'est pas le seul. C'est un système de passe-droit. Au Nigeria, le pétrole est donc devenu synonyme de corruption. 350 millions pour le gouvernement du Bayelsa, tandis que la population vit avec 2 € par jour. Caroline dirige un mouvement de lutte pour les droits des Idjo, une ethnie du sud du Delta. Ce que nous allons voir, c'est le raffinage local de pétrole, le bunkering. Là-bas, les gens raffinent artisanalement. C'est très dangereux. Ça explose régulièrement. Parfois, des gens meurent. Vous savez que le raffinage doit obéir à certains standards. Ils ne les respectent pas. C'est pour ça que c'est dangereux. Dans ce village, le bunkering est devenu depuis 2 ans la principale occupation des habitants. Une activité lucrative, nécessaire à leur survie et clandestine. Combien de litres de brut servent à produire un baril d'essence? 7 bidons. 7 bidons de 20 litres. 20 litres de brut. De brut, hein? Oui. Quand vous avez obtenu du diesel et du kérosène, que faites-vous des résidus? Le résidu, c'est du bitume. Ok, et ce bitume, vous le jetez parce que vous ne savez pas quoi en faire. Oui, mais dis-leur que le camp est là-bas, ils vont voir tout ça. Ok, all right. La raffinerie de la communauté est située non loin du village, à moins d'1 kilomètre, sur les bords d'une crique. Elle a été construite sur la propriété d'un habitant. Une fois volé dans les oléoducs, le brut est stocké sur ce bateau, puis pompé pour arriver dans ces grosses cuves avant d'être brûlé. L'essence sera ensuite vendue aux 4 coins du delta. Sur le site, 6 bouilleurs de pétrole se relaient chaque jour. Ils produisent 10 000 litres par jour. D'essence? Oui. 10 000 litres par jour. Et c'est dangereux? C'est dangereux, oui, c'est très dangereux. Ça peut prendre feu. Et quelquefois, ça explose. Regardez autour, tout est brûlé. Mais, vous savez, ils ont besoin de gagner leur vie. Ils ont besoin de gagner de l'argent. Ce qui se passe ici, c'est qu'ils réduisent beaucoup leur espérance de vie. Si vous restez 6 mois ici, vous sentirez progressivement les effets des gaz toxiques. Je me sens très mal. À l'intérieur de moi, ma poitrine me brûle. Tous les jours, j'inhale du feu, de l'essence, et ma santé se dégrade. Mais il n'y a pas de travail et pas d'argent.
Le pétrole, c'est pas bon? C'est mauvais. Pourquoi? Le feu nous brûle. Ça tue des gens. Ça blesse. On n'a pas assez d'argent pour payer l'hôpital. Regarde mon épaule. Tu la vois? Au Nigeria, l'espérance de vie ne dépasse pas 48 ans. La leur est réduite de plusieurs années pour seulement 100 € par mois. Dans tout le delta, les rives sont noircies par ces raffineries clandestines. Et si le gouvernement fédéral et l'armée disent officiellement depuis 2009 vouloir les détruire, dans la réalité, il n'en est rien. La GTF est partout. Et si les gens de la communauté les croisent, ils prennent leur part et s'en vont. C'est ce que je vous explique. Si la GTF voulait vraiment faire cesser le bunkering, vous savez bien qu'elle le pourrait. Vous le savez. Mais ils sont cupides. Ils sont partie prenante du business. L'armée vient, elle prend sa part et elle s'en va en disant que le pétrole appartient à tout le monde. N'oubliez pas que nous avons d'autres ressources, des noix de coco, des arachides. Et nous pouvons gagner de l'argent avec ça. Mais pour l'instant, ils ont tout arrêté. Et tout le monde dépend du pétrole. Moi, je pose la question. Et après le pétrole? Un convoi militarisé pour un dirigeant de Total. Après 4 mois de négociations, la compagnie pétrolière française nous a entrouvert les portes de ses installations au Nigeria. Direction la plateforme d'Akpo, située à 180 km des côtes. C'est l'une des plus importantes installations offshore du pétrolier français. Thierry Bourgeois est le numéro 2 de Total au Nigeria. Notre visite se fera sous la surveillance de cet homme, un chargé de communication venu tout spécialement de Paris. 150 personnes, dont une quarantaine d'expatriés, travaillent sur Akpo. En dehors de la direction, il est interdit de poser des questions. La parole est contrôlée. Et ce qui intéresse Thierry Bourgeois, ce sont les chiffres et les performances du groupe. Total produit environ 450 000 barils par jour de pétrole équivalent. Ce qui fait un peu plus de 10% de la production pétrolière du groupe Total dans le monde. Nous pourrions, à l'horizon 2015-2016, encore doubler la production actuelle. Des chiffres, encore des chiffres. On en oublierait presque que 7 expatriés français employés du secteur pétrolier ont été enlevés en octobre 2010 dans les eaux territoriales nigérianes. Il y a quelques mois, il y a une série d'assauts sur des installations pétrolières plus proches de la côte que ne sont les installations d'Akpo. Depuis, ça s'est calmé parce qu'on n'a pas d'incident à déplorer, ni nous, ni nos collègues, les autres opérateurs, depuis quelques mois. Mais enfin, quand ce genre d'incident se produit, on reste vigilant sur des périodes durables. Si les compagnies pétrolières sont la cible de pirates, c'est parce que depuis 20 ans, l'argent du pétrole n'est pas redistribué aux habitants et leur colère s'est muée en soulèvement populaire. Ken Saro-Wiwa était le leader du peuple Ogoni. C'est lui qui a mené le combat contre le ravage de notre environnement par la compagnie Shell. En 1993, pour la première fois depuis la découverte du pétrole, des milliers d'Ogoni, une ethnie minoritaire du delta, crient leur opposition à la présence sur leurs terres de la compagnie Shell. La lutte avait cela de remarquable qu'elle était non violente. Nous manifestions en brandissant des feuillages. Et à la suite de nos protestations, Shell a été obligé de quitter le territoire des Ogoni. La compagnie fermera 96 puits de pétrole.
Un an plus tard, en avril 1994, Ken Saro-Wiwa et 8 de ses compagnons seront traduits en justice. Mais le chef d'accusation n'aura rien à voir avec le pétrole. Les 9 hommes seront accusés d'incitation au meurtre contre 4 chefs Ogoni. Une parodie de procès commence. Au bout du compte, Ken et ses compagnons ont été jugés coupables et exécutés. Ce fut le jour le plus triste du delta du Niger. Parce que nous tous, même si c'était un Ogoni qui menait la lutte, nous tous, étudiants à l'université, nous sentions que nous devions combattre à notre tour. Quand il est mort, nous étions complètement désabusés. Après sa disparition, nous avons tout de suite commencé à réfléchir à d'autres solutions. Et puis on a compris qu'il fallait faire la même chose chez nous, en territoire Idjo. Plus de 30 millions de personnes ont ouvert les yeux, comme les Ogoni. Mais quand les manifestations ont commencé, elles ont été réprimées dans le sang par l'armée nigériane. Nous sortions manifester dans nos communautés et les soldats venaient briser l'arme au poing nos rassemblements. La répression militaire incite alors certains Idjo à prendre les armes. C'est la naissance des Freedom Fighters, regroupés fin 2005 sous l'appellation du MEND. Dès lors, le Delta entre dans un cycle de violence ininterrompu. Les attaques de pipeline succèdent aux prises d'otages d'Occidentaux. Et en 2007, la production pétrolière chute de plus de 20%. 2 ans plus tard, le gouvernement fédéral propose une amnistie. Quand l'économie et la production de pétrole sont touchées à ce point-là, à cause de l'activité des militants, les revenus de l'État baissent considérablement. Et le gouvernement fédéral a dû faire quelque chose pour essayer de pacifier les militants et mettre fin à la crise. Il faudra attendre 2009 pour voir les armes sortir des criques contre de l'argent et la promesse que les militants du MEND ne seront pas inquiétés par la justice. I am under clear and direct instruction by the movement for the emancipation of the Niger Delta men to hand over these arms and ammunition as yet again demonstration of its commitment to seek peaceful ways and means of resolving the Niger Delta crisis. D'abord, le programme d'amnistie est illégal au regard de la Constitution et des lois du Nigeria. Ça n'existe pas, l'amnistie. C'est juste une mesure palliative pour tromper la population, pour faire croire aux gens que le gouvernement leur donne quelque chose. Au Nigeria, l'argent du pétrole peut donc tout acheter, y compris la paix. Et à ce jour, 20 000 rebelles comme l'ancien leader des Freedom Fighters, Assari Dokubo, ont accepté l'amnistie. Mais jusqu'à quand ? Nous parlons de l'enjeu fondamental du vol de notre souveraineté. Nous parlons de l'enjeu fondamental du vol de nos ressources naturelles. Nous parlons de l'enjeu fondamental du vol de nos terres. Nous parlons de l'enjeu fondamental du vol de notre eau. Voilà de quoi on parle. C'est autre chose que de soudoyer son peuple avec 300 €, que de soudoyer son peuple avec un peu d'argent. 20 heures, quelque part dans le delta. John Togo a enfin accepté de nous rencontrer, mais clandestinement. Le dernier des rebelles a refusé l'amnistie du gouvernement. Pourquoi? Qui est-il réellement? Un simple bandit de grand chemin ou un militant? Je sais juste que l'on dit de lui qu'il tue parfois sans raison. Minuit. Après 4 heures de route, nous arrivons dans la mangrove à notre point de ralliement. Là, nous attendent des militants en charge de nous faire passer la ligne de front.
Après 1 heure de speedboat, nous arrivons dans un village où nous devrons rester cachés près de 5 heures dans une maison, en attendant que les insurgés viennent nous chercher. Ça, ce sont mes soldats. Bien éduqués. Vous êtes proche d'eux? Très proche. Ça, c'est mon soldat. Bien éduqué. Lui, c'est un fidèle. Là, c'est mon sniper. Nous pensions le retrouver dans son camp. Il nous attend dans une clairière, loin de son campement, pour brouiller les pistes. Pour la caméra, John l'acteur passe en revue une vingtaine d'hommes choisis et équipés pour la circonstance. Si l'on en croit la légende, il aurait perdu une partie de son visage lors d'une collision avec la GTF. Une balle de 9 mm a arraché une partie de son nez. Moi, un criminel, un pirate, je ne suis pas comme ça. Je suis un combattant du delta du Niger. Je lutte. L'amnistie est une impasse. Si vous refusiez de rendre les armes le 4 octobre dernier, ils menaçaient de bombarder votre village. Vous voulez que votre famille vive. Vous voulez voir votre sœur, votre frère, votre père en vie. Alors comme ça, ils venaient vous menacer. Il faut désarmer avant octobre. Mais ils n'ont rien donné en contrepartie. Et c'est pour ça que je dis qu'ils jouent avec notre intelligence. Isolé depuis 4 mois dans la jungle, il a décidé de continuer à mener la vie dure aux compagnies pétrolières et aux autorités nigérianes. Nous allons faire sauter les pipelines, les détruire. Ça, c'est notre lutte en réalité. Les pipelines, ce sont les cibles. Les raffineries, ce sont les cibles. Les plateformes de pétrole, ce sont les cibles. C'est une stratégie de guerre. J'ai donné un ultimatum au gouvernement nigérien et à la communauté internationale. 7 jours d'ultimatum. Ça, c'est une stratégie de sécurité et de guerre. Moi et mon équipe, nous seuls savons quand sera le bon moment d'attaquer. Si nous ne recevons aucune attention, c'est moi seul qui ai installé ces bombes. Personne ne connaît le dispositif. À un moment, je ferai tout exploser. C'est comme ça. Depuis cette rencontre, l'ultimatum a expiré, rien n'a explosé, mais l'armée a perdu 18 de ses hommes lors d'attaques contre Togo. Faisant fi des menaces des Freedom Fighters, les compagnies pétrolières continuent d'agrandir leur champ d'exploitation. Installée sur le territoire des Aiguilles, une tribu du nord du delta, Obagi, est le premier site de production onshore de Total. La compagnie s'apprête en cette année 2011 à célébrer son milliard de barils après 20 ans d'exploitation. Toujours accompagnés de Thierry Bourgeois, nous nous dirigeons sous bonne escorte policière vers leur usine de traitement de gaz. 200 hommes en armes protègent en permanence les installations contre toute menace, même si Total s'en défend. Nous avons démarré nos activités en 66. Alors 50 ans d'histoire commune, ça évite pas toutes les tensions, mais enfin on commence à bien se connaître. Alors pourquoi autant de sécurité ? Aujourd'hui, nous avons une politique de prévention, une politique de protection. Il y a eu des tensions qui se sont développées au Nigeria ces dernières dans un environnement pas immédiat, mais pas très lointain non plus. Ces dernières années, nous avons fait la politique d'avoir une certaine protection pour certaines catégories de personnel. Et nous ne pensons pas que nous heurtons nos communautés, les voisins immédiats de notre site de production par nos comportements et au moins par les échanges que nous avons avec eux, nous n'avons pas l'impression qu'il y ait un problème particulier de perception de ces mesures. Oubliez donc les récentes manifestations d'habitants excédés.
Oubliez surtout celle de novembre dernier. Une confrontation entre des jeunes aiguis et l'armée s'est soldée par la mort d'un membre de la communauté. En 2004, Total découvre une importante poche de gaz dans un champ de pétrole en cours d'exploitation. Aujourd'hui, 3000 ouvriers travaillent sur le site. Nous passons d'un champ qui a produit 75% de pétrole brut à un champ qui va produire à 80% du gaz. Pendant combien de temps encore? Les prévisions de production pour les réserves qui restent à produire sont de 25 ans à l'heure actuelle, en espérant que les technologies qui sont en développement nous permettront d'étendre la vie de ce champ et la récupération ultime des réserves. Extension, chiffre d'affaires, bénéfices, pourcentage. Le discours est invariable, quasiment obsessionnel. Dehors, des pipelines attendent d'être enterrés. Dans quelques années, le gaz produit par Total sera acheminé vers Brass, le futur terminal gazier. Un lieu sur lequel les compagnies pétrolières fondent beaucoup d'espoir. C'est de cette ville dans le Bayelsa qu'est originaire Timmy Presilva. Régulièrement, monsieur le gouverneur se rend à Brass. Des visites professionnelles ou privées, lors desquelles Agip, la compagnie pétrolière italienne, met un hélicoptère à sa disposition. Après une demi-heure de vol, nous atteignons enfin l'extrême sud du delta. Sur l'île, ce sont les Italiens qui opèrent en attendant la construction du terminal gazier. Et c'est tout naturellement que le numéro 1 de la compagnie accueille le gouverneur. Can we stay here tonight? No. I will just spend 1 hour and then I'll be off. 5 o'clock you have to... because the president is coming in tomorrow. Oh. So I have to be back. So I'm just coming to see and then I'll be back in a minute. I'll be back in a jiffy. Vous voyez, nous sommes au bout du monde. Vous allez voir le LNG Project. Il avance bien, même si cela a pris beaucoup de temps. Nous devrions obtenir la décision finale d'investissement très prochainement. Et on verra beaucoup d'activités se développer ici. Nous espérons aussi qu'en marge de ce projet, un port sera construit pour devenir le premier port du Nigeria qui ouvre directement sur l'océan Atlantique. Et les gens ici, ils sont contents? Oui, tout le monde est très content. J'espère que vous aurez le temps de les interroger. Et vous verrez par vous-même s'ils sont contents ou non. C'est sur ce site interdit à la presse que le nouveau projet gazier LNG verra le jour. Son coût s'élèverait à 11 milliards d'euros. L'État nigérian détiendrait 49% de ce capital, tandis que Total, Conoco et Agip en détiendraient 17% chacun. Embarcadère d'Obia. Je décide que nous retournerons à Brass, sans protocole, parce que des questions doivent être posées. La population est-elle au courant de ce projet titanesque? Comment vit-elle la destruction de son environnement? Que leur rapportera le futur terminal? Sur le ponton, nous avons rendez-vous avec Célestin, un jeune activiste qui se rend régulièrement à Brass pour sonder les habitants. Il sera notre guide. Là où vous avez du pétrole, il y a des crises. En fait, l'une des stratégies des compagnies est de diviser pour mieux régner. Pendant que les gens se disputent, elles font leur business. Et personne ne va leur demander de compte. Pour ne pas éveiller les soupçons des compagnies pétrolières et la crainte de la population, Célestin n'a pas averti les villageois de notre arrivée. Ça, c'est un pipeline haute pression. Il traverse toute la largeur de la rivière jusqu'à l'autre côté.
Une fois à terre, nous décidons de nous rendre dans la petite ville d'Eoama. Dans l'état du Bayelsa, le projet Brass divise déjà les communautés. Il y a celles qui toucheront une part du gâteau et les autres. Ici, à Ewoyama, ils ont choisi le camp des dollars et les maisons en dur poussent comme des champignons. Brass LNG. Qu'est-ce que tu connais à propos du projet de Brass LNG? C'est un projet fédéral sur l'île de Brass. Ils veulent le faire ici et construire et investir en impliquant la jeunesse. Est-ce qu'ils impliquent les communautés dans le chantier? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Ils informent, mais la plupart du temps, les communautés ne savent pas ce qui va se passer. Comme nous, on souffre. De belles promesses que nous ne pourrons pas vérifier. Célestin, quant à lui, reste dubitatif et tente d'en savoir plus auprès du chef de la communauté. Je vois des belles maisons derrière. Elles ont été construites par les gens du LNG? C'est Timmy Presilva, le gouverneur de l'État, qui a fait ça. C'est la première fois que je vois un gouverneur bâtir ce genre de maison pour les habitants. Les gens disent que Timmy Presilva ne fait rien, mais il a vraiment fait quelque chose cette fois. Ce qu'ils n'avoueront pas, c'est qu'ils ont obtenu les faveurs de Timmy Presilva contre la cession de leurs terres qui regorgent de pétrole. Une maison de quelques centaines d'euros contre des terrains qui en rapporteront demain des milliards. Un matin, de l'autre côté de l'île. Nous arrivons dans la communauté d'Okpama. Située face à l'océan Atlantique, les habitants de ce village n'ont rien à offrir. Ni pétrole, ni gaz, ni terre qui pourrait être utile au tandem gouvernement-compagnie pétrolière. Okpama, c'est un autre lieu, une autre situation. C'est là que nous vivons. Regardez les conditions. C'est pas juste. C'est pas juste. Tout comme à Ewoyama, les discours sont décousus et la crainte de la puissance pétrolière est manifeste. Que va-t-il se passer si les compagnies pétrolières et gazières viennent jusqu'ici? Nous voulons les compagnies pétrolières. On est prêt à les accueillir. Mais vous venez de nous dire que vous aviez peur. Mais oui, on a peur qu'elles ne viennent pas. Et comme elles ne viennent pas nous voir, nous ne savons pas exactement ce qu'elles viennent faire sur l'île. Si elles viennent discuter avec nous, on pourrait bien sûr s'entendre. D'après ce que l'on sait, elles sont venues travailler sur l'île, mais elles n'ont pas payé les gens. Ça, on le sait. Normalement, elles devraient payer des compensations, mais elles ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas payé. Donc on craint nous aussi de ne pas être indemnisés. Elles auraient fait des promesses qu'elles n'ont pas tenues. C'est seulement des promesses. Ok, ils parlent mais ils font rien. C'est ça, ils le disent mais ils ne font rien. Qu'est-ce que vous attendez vraiment du projet LNG? On a besoin de routes, on a besoin d'eau potable. D'ailleurs, je ne sais pas ce que les autres communautés ont pu obtenir. On sait qu'il y a un autre terminal pétrolier et on sait aussi qu'ils ont perturbé le système de vie traditionnel. Est-ce que les gens ont peur? Est-ce que vous pensez que le projet... Bah oui, on craint tout ça, mais surtout on ne sait pas. Personne ne nous informe. Personne ne nous informe. Soudain, un brouhaha attire leur attention. Direction la plage. À notre arrivée, nous apercevons un 4x4 qui s'enfuit au loin, tandis qu'une berline bleue est prise à partie par la population. Notre présence dans le village n'est pas passée inaperçue.
Ces gens-là viennent de nous dire que du personnel d'Agip arrive avec des représentants du gouvernement pour saisir la caméra et nous arrêter. Ils ont ordonné qu'on cesse le reportage, ils sont très sérieux et ils sont très menaçants. Le premier gars est venu et les deux m'ont forcé à monter dans un véhicule, mais j'ai refusé et ils sont partis. Ils peuvent revenir avec du renfort, je ne sais pas. Les compagnies réagissent très vite à la présence de la presse. Pas question de poser les questions qui dérangent, nous ne sommes pas les bienvenus. S'ils reviennent, dites-leur que nous sommes toujours sur l'île. Dites-leur qu'on est toujours là. Face à la menace, Célestin décide de quitter le village. Ces hommes-là, leur voiture est payée par la compagnie pétrolière. Donc vous nous dites que ces gens-là sont payés par Agip? Oui, les compagnies pétrolières les payent. Agip travaille ici. Les deux véhicules qui sont venus appartiennent à Agip. Ces hommes-là peuvent nous menacer et détruire votre matériel. Le gouverneur est fou. S'il nous était arrivé quelque chose, ces hommes auraient tout nié. Ils auraient dit « Pourquoi vous êtes venus sans sécurité, sans escorte ?» C'est comme ça que ça serait passé. Au Nigeria, pendant les affaires continuent. En France, lorsque vous faites votre plein, 10% de l'essence vient du delta du Niger.